D'abord, quel plaisir de se retrouver ici, comme chaque année, tous ensemble pour ces belles rencontres autour de François. Le coup du grand témoin, c'est un truc pour réduire mon temps de parole. C'est la première fois qu'il me dit « tu n'as que 15 minutes ». Et donc, le problème est de savoir combien de temps je vais pouvoir parler au-delà des 15 minutes. Peut-être qu'il faudra m'abattre, un jour ça doit arriver. La démocratie. Je fais partie de générations qui ont, à un moment, été très optimistes sur la démocratie. Dans les années 70, 90, on a eu pratiquement que des bonnes nouvelles. Les dictatures d'Amérique latine se sont effondrées les unes après les autres. Et puis le mur de Berlin a disparu. Et dans l'ensemble des pays de l'Est, on a fait aussi l'apprentissage de la démocratie. On avait le sentiment, dans cette période-là, qu'il y avait un mouvement historique irréversible qui faisait que la démocratie, décidément, gagnait et ne pouvait que gagner encore. Bon, c'est clair que nous vivons une décennie où quelques douches froides sont venues changer un petit peu l'état des lieux. L'élection des populistes, ici ou là, de Trump à Bolsonaro, la restauration de choses qui ressemblent à des dictatures, de Poutine à Xi Jinping, l'apparition au cœur de l'Europe des démocraties illibérales, comme on dit, ou des démocratures, comme disent certains, autour de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque, et même chez nous, en Europe de l'Ouest, parfois des nouvelles qui ne sont pas si bonnes. Les Français, comme la plupart des Européens, se sont fâchés avec le fonctionnement de leur démocratie. D'abord parce que les décideurs élus démocratiquement ne leur livraient pas les résultats escomptés. Chômage, pouvoir d'achat, avenir des enfants. Et puis parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas, que nous n'avions pas, notre mot à dire sur les décisions qui concernent notre avenir. Alors, par rapport à cela, hors de tout dysfonctionnement, le temps, et probablement, j'y reviendrai brièvement à l'expression directe, des consommateurs, des gens au travail et des citoyens. On ne veut plus être considérés comme des pions dans tous les secteurs de la vie sociale, dont la vie publique est un des aspects. De leur côté, les décideurs se sont mis à craindre dans nos démocraties l'expression directe du peuple. Ils ont longtemps refusé, certains refusent toujours, de croire à la réalité d'une demande forte de participation citoyenne. Je me souviens du temps où j'étais sondeur et où je travaillais notamment pour des collectivités locales, le nombre de responsables de ces collectivités qui me disaient « Oui, monsieur Quérol, je vois bien ce que vous allez encore nous raconter avec cette demande de démocratie participative, citoyenne. Oui, c'est un air du temps. » Je ne crois pas que ce soit un air du temps et la meilleure preuve, c'est que partout, dans toutes les communes, dans toutes les régions de France où on l'a essayé, ça marche. Et la preuve en marchant, comme n'oserait plus dire peut-être celui qui a lancé En Marche, c'est la meilleure des preuves. Alors c'est vrai que le citoyen veut parfois le beurre sans accepter l'argent du beurre. La réunion qu'on a tellement demandé à la municipalité pour savoir si on faisait plutôt le parking ou plutôt la salle de production culturelle, cette réunion tant demandée, éventuellement on n'y va pas parce qu'il y a un match de foot sur TF1. C'est vrai que les consommateurs sont devenus aussi consommateurs de participation et pas toujours participants réels. Et monter l'hostilité aux élites politiques et aux élites tout court. Et puis le vivre ensemble, notamment avec les immigrés, a connu des sacrés coups de canif, surtout lorsqu'il s'agit du
du vivre ensemble avec les musulmans. Et puis, on a eu encore le spectacle des affaires, de la corruption, qui ne nous ont pas réconciliés avec la démocratie. Encore, ces semaines, les procès dont nous avons les comptes rendus dans la presse sur quelques grands partis et la façon dont ils se sont servis, à tous les sens du terme, de leurs assistants parlementaires au Parlement européen, vient nous rappeler qu'on n'est pas encore sorti de cette période des affaires. Nous avons donc aujourd'hui ces phénomènes de rejet, parfois de dégoût de nos populations par rapport au fonctionnement de nos démocraties. Et puis, si je prends encore le cas de pays comme le nôtre, il y a la fameuse question du curseur, où on place aujourd'hui les libertés publiques et les libertés individuelles, en ces temps d'État fort, d'État nécessairement fort, et de terrorisme. C'est une vieille question de cours. Dans un régime démocratique, cette fameuse histoire du curseur, où placer entre liberté et sécurité le curseur, singulièrement quand la République ou la patrie sont menacées. Certains ont fait valoir, quoi qu'il arrive, la suprématie de la démocratie et des libertés. Vous vous rappelez sûrement les attentats terroristes en Norvège en 2011, à Oslo, et dans la villégiature d'Utøya, 91 morts dans ce petit pays de 5 millions d'habitants. Vous souvenez-vous de Jens Stoltenberg? C'était alors le Premier ministre norvégien. Quelques heures après l'horreur, il déclarait à la télévision « J'ai un message pour celui qui nous a attaqués et pour ceux qui sont derrière tout cela, car vous ne nous détruirez pas. Vous ne détruirez pas la démocratie et notre travail pour rendre le monde meilleur. Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et plus d'humanité. » Moi, j'ai une certaine admiration envers cette attitude. Chez nous, nous avons une tradition étatique. Nous avons opté souvent pour l'état d'exception et surtout, nous le prolongeons. L'état de droit normal est devenu l'état d'exception continué. Nous nous habituons aux assignations administratives, aux perquisitions de nuit, aux impositions de contrôle permanent, pour des individus qui ne sont par ailleurs nullement inquiétés par l'autorité judiciaire. Sans sourciller, nous voyons des centaines de personnes assignées à résidence, alors elles ne sont que soupçonnées d'être peut-être radicalisées. Tout cela sans le contrôle d'un juge judiciaire. Bon, je ne dis pas que ce soit Guantanamo, bien sûr. Je dis que ces mesures ne sont pas à l'évidence efficaces contre le terrorisme et qu'elles posent un sérieux problème pour l'avenir de nos libertés. Nous vivons dans des temps de choix à faire pour les citoyens et pour la démocratie. Il y a dans ce pays d'importantes réflexions, d'importantes actions collectives. Des gens comme vous et moi qui se réunissent sans arrêt pour étudier, comprendre, débattre. Mais il y a aussi l'individualisme ambiant. Les syndicats, les partis, les institutions sont de plus en plus critiqués et rejetés. Je me rappelle le temps où, il y a une quinzaine d'années, quand on faisait un sondage pour voir quelles étaient les professions les plus prestigieuses, les hommes politiques arrivaient en avant-dernier. C'était les prostituées, les pauvres, qui fermaient la marche. Ça a changé depuis parce que les hommes politiques sont passés derrière les prostituées. Et pourtant, partout, il y a aussi des gens qui discutent, je le disais. Il y a les médias bas de gamme qui gagnent en audience, mais il y a aussi le succès, chers amis, de C'est dans l'air. Il y a une société qui reste vivante. Je ne suis pas de ceux, comme mon ami Jérôme Fourquet, qui se résolvent à accepter que la France ne soit qu'un archipel. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que c'est encore une société vivante et qu'il s'agit de traiter comme telle. Et puis nos leaders
ont aussi la mission de nous assigner un cap à partir de leur élection, par exemple notre président. Et de ce point de vue, le compte n'y est pas non plus forcément. Si on prend les 4 derniers présidents, je me souviens de Chirac, dont les sondés nous disaient au fond, où est-il? Que fait-il? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ensuite, ce fut Sarkozy. Là, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il y avait un pilote dans l'avion, mais on se disait, est-ce qu'il sait où va l'avion? Et puis il y a eu Hollande, dont les gens nous disaient, alors là, on ne sait plus ni s'il y a un pilote, ni s'il y a un avion. Et maintenant, nous avons Macron, dont les gens nous disent, il y a assurément un pilote, mais est-ce qu'il sait qu'il y a des passagers? Bref, les citoyens sont devenus de plus en plus critiques à l'égard des personnes et des mécanismes qui sont censés faire vivre la démocratie représentative. Dans mon avant-dernier livre, qui s'appelait « Les raisons de la colère », je commençais mon chapitre en expliquant que dans les réunions de groupe avec les citoyens sur la politique, il y avait tous les soirs, dans une réunion de groupe, quelle que soit la tranche d'âge, le genre, la catégorie sociale, toujours quelqu'un qui disait finalement « ça va péter ». Et pourquoi? Demandait l'animateur, et les gens expliquaient « ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer ». Les représentants vivent dans leur bulle, inconscients des besoins, des souffrances et des attentes du peuple. Tout ça a été maintes fois écrit, publié, les courbes de sondage étaient claires et se faisaient de plus en plus menaçantes pour le politique. Et pourtant, ils n'ont pas vu venir les fameux gilets jaunes. Placés devant les remontées des cahiers de doléances, des débats, des rencontres citoyennes, des critiques et propositions émises sur les sites informatiques, certains dirigeants politiques ont voulu répondre en affirmant la valeur suprême et indispensable de la démocratie représentative. D'autres ont commencé à accepter l'idée d'une démocratie plus délibérative, mais en la limitant aux échelons local et régional. D'autres encore, désireux de s'engouffrer dans la brèche des gilets jaunes, sont allés jusqu'à des propositions plus audacieuses. Je pense au fameux RIC des gilets jaunes, dont je me demande toujours comment ça se fait qu'il n'ait pas plus de succès dans l'opinion d'aujourd'hui, maintenant que ce mouvement s'est essoufflé. Peu importe les réponses diverses, ce qui me paraît significatif et qui laissera sans doute des traces dans le fonctionnement futur de notre système, c'est l'examen enfin attentif des attentes d'une démocratie rendue plus participative. Alors, il est vrai que la démocratie représentative a été, depuis son invention même, critiquée, au nom même des principes sur lesquels elle était fondée. Les anciens élèves du doyen Georges Vedel, dont je suis, se transmettent cet aphorisme de leur ancien professeur. Ce qu'on reproche volontiers à la démocratie représentative, c'est d'être insuffisamment démocratique et insuffisamment représentative. Il y a évidemment des problèmes concernant nos institutions, notre fonctionnement politique. Je n'y reviens pas. Il y a aussi un problème d'affaiblissement de l'autorité politique face aux intérêts privés, aux grandes entreprises et aux groupes d'intérêts. La latitude d'action du politique paraît se restreindre, comme peau de chagrin face aux GAFA, aux grandes multinationales, aux chefs d'entreprise, aux groupes de pression. Tous ces facteurs concourent au renforcement dans l'opinion d'une mise en cause des responsabilités et de la représentativité des divers acteurs dans notre système démocratique et d'une demande de contrôle plus directe par les citoyens. Les Français sont devenus par ailleurs plus compétents politiquement pour juger leur politique. Ils sont plus éduqués, plus cultivés, plus informés et du coup plus méfiants envers leurs dirigeants ou aspirants dirigeants, leurs postures, leurs discours et leurs promesses. Ils sont aussi devenus internautes et ils savent cliquer
ce qui est souvent navrant si on en juge par les échanges sur les réseaux sociaux, mais qui permettent aussi de participer. Malgré ces tensions sur le système, qui ont éclairé fortement cette période des Gilets jaunes et peut-être plus encore du grand débat national, on n'en est pas encore à une totale remise en cause de la démocratie représentative. On n'en est pas non plus à l'émergence d'une véritable démocratie directe qui nierait la représentation. Mais nos modèles sont en train de vaciller et les critiques convergentes des insatisfaits du présent système, ce qui veut dire d'une nette majorité de citoyens, plaident pour l'introduction d'une dose évidente, selon moi, de démocratie participative. Merci.